L'image erronée. La plupart des gens ont la même image mentale de l'espace. Il est noir, silencieux et froid. Amèrement, absolument, uniformément froid. Le genre de froid qui vous dévorerait complètement au moment où vous quitteriez la sécurité d'un vaisseau spatial. Le type de froid qui existe à la limite même de ce qui est physiquement possible, où la matière cesse de bouger et l'univers devient silencieux. Chaque film de science-fiction renforce cette image. Le casque se brise, l'air s'échappe, et en quelques instants, l'humain exposé gèle ou flotte dans le vide vers une mort glaciale. C'est une image si cohérente et si répandue que la plupart des gens l'acceptent sans la remettre en question. Cette image est erronée. Pas un peu erronée. Fondamentalement et profondément erronée de manière beaucoup plus intéressante que la version simplifiée. L'espace n'est pas uniformément froid. Il n'est même pas principalement froid, dans aucun sens significatif. À certains endroits, il est plus chaud que tout ce qui peut être atteint dans un four conventionnel. L'atmosphère extérieure du Soleil, la couronne, est un plasma de 1 à 3 millions de degrés Celsius et devient plus chaude à mesure que l'on s'éloigne de la surface solaire, défiant apparemment tout ce que l'intuition dicte sur la manière dont la chaleur devrait se comporter. Le gaz rare, presque invisible, qui s'étend entre les amas de galaxies, se réchauffe à des dizaines de millions de degrés, en tombant dans des puits gravitationnels, formant d'immenses structures cosmiques de plasma brûlant qui n'ont tout simplement pas où rayonner toute cette énergie assez rapidement. La région de l'espace, juste au-delà de l'orbite terrestre, a une température qui, moyennée sur une année complète et tenant compte à la fois des périodes illuminées par le soleil et de celles à l'ombre, semblerait pas très différente d'un frais matin d'automne à la surface. Mais l'espace contient aussi un froid qui dépasse tout ce qui est réalisé dans les meilleurs laboratoires terrestres. Il existe des endroits dans l'univers où les températures ont chuté en dessous de la température la plus basse jamais soutenue dans un laboratoire humain pendant plus qu'une fraction de seconde, des endroits où les règles habituelles de la physique thermique cessent de s'appliquer, et où la matière entre dans des états qui n'existent tout simplement nulle part ailleurs dans la nature. Des endroits où la distinction entre solide, liquide et gaz perdent son sens. Des endroits qui sont, d'une certaine manière, plus froids que le rayonnement de fond de l'univers lui-même, plus froids que la faible lueur ancienne qui reste du Big Bang et qui imprègne tout l'espace dans toutes les directions, simultanément. Et sous tout cela, tissé dans la structure même du cosmos, détectable dans n'importe quelle direction où vous pourriez pointer un télescope, mesurable depuis le vide intergalactique le plus profond jusqu'aux confins de l'univers observable, se trouve cette lueur. Ce chuchotement de chaleur qui reste du moment, 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers est devenu transparent à la lumière pour la première fois. Cette lueur a une température si spécifique, si précisément uniforme dans tout le ciel visible, qu'elle fonctionne comme une sorte de référence cosmique. Une limite inférieure. La température vers laquelle l'univers lui-même s'est refroidi au cours des 13,8 milliards d'années passées, et vers laquelle il continuera à se refroidir pendant des billions et des quadrillions d'années à venir. Comprendre le froid de l'espace signifie comprendre que la température fonctionne différemment là-bas. Cela signifie faire face à ce qu'est réellement la température à un niveau fondamental. Pas le chiffre sur un thermomètre, mais la grandeur physique que ce chiffre mesure.
et pourquoi les intuitions construites au cours d'une vie vécue au fond d'une atmosphère dense échouent presque immédiatement dès que vous la quittez. Cela signifie rencontrer l'objet naturel le plus froid, jamais découvert n'importe où dans l'univers. Un objet si froid qu'il ne se contente pas de s'approcher de la température de fond de l'espace, mais tombe en réalité en dessous, absorbant la chaleur ambiante du cosmos qui l'entoure au lieu de rayonner sa propre chaleur. Cela signifie parcourir un paysage de température qui couvre plus de 30 ordres de grandeur entre ses extrêmes les plus chauds et les plus froids. Et cela signifie regarder suffisamment loin dans le futur pour voir où tout ce refroidissement se dirige finalement. Et ce que les lois de la thermodynamique ont à dire sur l'état final de tout. Ce qu'est réellement la température. Le mot température est utilisé tous les jours sans trop y réfléchir. Mais le concept auquel il se réfère est plus étrange qu'il n'y paraît. La température n'est pas une substance. Ce n'est pas quelque chose qui s'écoule d'un endroit à un autre comme le fait l'eau. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut tenir dans la main ou voir au microscope. C'est une description du mouvement, spécifiquement de l'énergie cinétique moyenne des particules dans un système donné. Lorsque quelque chose est chaud, ses atomes et molécules se déplacent rapidement, vibrent, entrent en collision, se déplacent dans un mouvement rapide et chaotique. Lorsque quelque chose est froid, ce mouvement ralentit. Les particules sont moins agitées, moins énergétiques, se déplaçant à moindre vitesse et avec moins de force. Le métal d'une cuisinière chaude semble chaud, parce que ces atomes de fer, qui vibrent rapidement, transfèrent leur énergie aux molécules de votre peau, à grande vitesse. La glace semble froide, parce que ces molécules se déplacent assez lentement pour extraire de l'énergie de votre peau plus chaude, au lieu d'en fournir. Dans les deux cas, ce que vous ressentez réellement est le taux de transfert d'énergie, qui est une conséquence de la vitesse relative des particules dans les deux matériaux. Cette connexion entre la température et le mouvement explique pourquoi le froid a une limite stricte de manière que la chaleur n'a pas. Si la température est l'énergie cinétique moyenne, alors il existe un point où l'énergie cinétique atteint sa valeur minimale possible, où le mouvement est réduit autant que la physique le permet. Ce point s'appelle le zéro absolu. Sur l'échelle Kelvin, l'échelle de température utilisée dans les contextes scientifiques impliquant des températures très élevées ou très basses, le zéro absolu est défini à 0. Sur l'échelle Celsius, il correspond à moins 273,15 degrés. En Fahrenheit, à moins 459,67 degrés. Il n'existe aucune température inférieure à ce nombre. Ce n'est pas seulement la température la plus basse jamais mesurée ou la plus basse atteignable avec la technologie actuelle. C'est la température la plus basse qui puisse exister, même en principe. On ne peut pas avoir d'énergie cinétique négative. On ne peut pas avoir moins que aucun mouvement. Le zéro absolu est un mur infranchissable, pas une limite pratique. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que le zéro absolu n'est pas exactement ce qu'il semble être. On pourrait l'imaginer comme le point où les atomes cessent complètement de bouger. Une sorte d'immobilité glacée où rien ne se passe et tout reste simplement immobile. Mais la mécanique quantique, la physique qui régit le comportement des choses très petites, l'interdit. Le principe d'incertitude de Heisenberg est l'un des résultats fondamentaux de la mécanique quantique,
et établit que l'on ne peut pas connaître simultanément la position exacte d'une particule et son moment exact avec une précision arbitraire. Connaître l'un avec plus de précision impose une incertitude sur l'autre. Cela signifie que si un atome était parfaitement immobile, si sa vitesse était exactement zéro, et que par conséquent, sa position pouvait être définie avec une précision totale, vous auriez mesuré son moment avec une précision infinie, ce que le principe d'incertitude interdit. Ainsi, même au zéro absolu, les particules conservent ce que l'on appelle l'énergie du point zéro, un minimum résiduel et irréductible de mouvement que la mécanique quantique ne permet pas d'éliminer. L'univers, dans son état le plus froid possible, contient encore une vibration quantique agitée qui ne peut jamais s'éteindre complètement. Ce n'est pas un simple détail technique. L'énergie du point zéro a des conséquences mesurables. C'est la raison pour laquelle l'hélium liquide, contrairement à toute autre substance connue, ne se solidifie pas à pression atmosphérique, même à des températures proches du zéro absolu. Le mouvement du point zéro des atomes d'hélium, dû à leur masse très faible et aux forces faibles entre eux, maintient les atomes trop en mouvement pour se fixer dans un réseau solide. Ce n'est qu'en appliquant une pression externe considérable qui contraint les atomes à un volume plus petit et les oblige à se rapprocher que l'hélium peut se solidifier. Tous les autres éléments se solidifient bien avant d'atteindre des températures aussi basses, bien avant que l'énergie du point zéro ne devienne un facteur déterminant. Les scientifiques se sont extraordinairement rapprochés du zéro absolu dans les laboratoires et, ce faisant, sont entrés dans un territoire où la matière se comporte de manières qui n'ont aucun parallèle ailleurs dans la nature. Des chercheurs du MIT ont refroidi des échantillons de gaz jusqu'à 450 picokelvin, c'est-à-dire 450 billiardièmes de degré au-dessus du zéro absolu. L'université de Brême a atteint des températures de 38 picokelvin pendant quelques secondes de chute libre dans une tour de chute, utilisant la brève absence de gravité pour éliminer les champs magnétiques de confinement et permettre au gaz de se dilater jusqu'à un état ultra froid. À ces températures, les atomes individuels perdent leurs identités séparées et tombent dans un état quantique unique partagé. Un condensat de Bose-Einstein, prédit par Satyendra Nath Bose et Albert Einstein dans les années 1920, mais réalisé expérimentalement seulement en 1995. Lorsque des équipes de l'Université du Colorado et du MIT ont refroidi des atomes de rubidium à des températures de quelques centaines de nanokelvin et ont reçu le prix Nobel de physique en 2001 pour cette réussite. Dans un condensat de Bose-Einstein, les atomes se comportent comme une seule entité quantique cohérente au lieu d'une collection de particules séparées. Ils peuvent s'écouler comme un superfluide, un fluide de viscosité exactement zéro, ce qui signifie qu'il monte le long des parois de son récipient sans qu'aucune force ne le pousse, s'infiltre à travers des fissures microscopiques qui arrêteraient tout liquide normal et s'écoule éternellement, une fois mis en mouvement, sans ralentir. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité de laboratoire, produite en refroidissant la matière suffisamment pour que la physique quantique prenne complètement le contrôle sur la physique classique. Un autre phénomène qui apparaît près du zéro absolu est la supraconductivité, la disparition complète de la résistance électrique dans certains matériaux, ce qui permet aux courants électriques
de circuler indéfiniment sans aucun apport d'énergie et rend possible les puissants aimants au cœur des scanners à résonance magnétique et des accélérateurs de particules. Rien de tout cela, ni les condensats de Bose-Einstein, ni les superfluides, ni les phénomènes quantiques extrêmes de la physique au picokelvin, ne se produit dans l'espace. L'espace est froid, mais pas si froid. Comprendre pourquoi exige de réfléchir à la manière dont la chaleur se déplace réellement, ou cesse de se déplacer, dans un environnement qui contient presque rien. La chaleur sans air. La chaleur se déplace de 3 manières, et 2 d'entre elles nécessitent de la matière pour fonctionner. La conduction est le transfert direct par contact physique. Touchez une poêle chaude, et les molécules du métal, qui se déplacent rapidement, entrent en collision avec les molécules de votre peau, qui se déplacent plus lentement et transfèrent une partie de leur énergie. Cela nécessite un contact physique entre les objets et fonctionne mieux dans les matériaux denses où les molécules sont suffisamment rapprochées pour interagir constamment. Les métaux sont de bons conducteurs parce que leurs électrons se déplacent librement à travers le réseau, transportant rapidement l'énergie des régions chaudes vers les régions froides. Le bois est un mauvais conducteur parce que ces molécules ne sont pas organisées pour transmettre efficacement l'énergie. Dans l'expérience quotidienne, la conduction est le mécanisme que l'on ressent le plus directement. C'est la raison pour laquelle le métal semble plus froid au toucher que le bois à la même température. Car le métal conduit la chaleur loin de votre main plus rapidement. La convection est le mouvement de la chaleur à travers un fluide. L'air ou l'eau qui transporte la chaleur d'un endroit à un autre au fur et à mesure que le fluide lui-même circule. L'air chaud est moins dense que l'air froid, donc il monte. L'air froid descend pour le remplacer. Cela crée des courants de circulation qui répartissent toute la chaleur à travers l'atmosphère et les masses d'eau. Le climat de la Terre est en grande partie entraîné par la convection. Les régions équatoriales absorbent plus d'énergie solaire que les pôles. L'air chaud monte et circule vers les pôles. L'air plus froid retourne vers l'équateur. Et cette circulation distribue la chaleur autour de la planète. Faire bouillir de l'eau sur une cuisinière implique la convection. L'eau chaude, près de la source de chaleur, monte à la surface, se refroidit légèrement et redescend. La convection était présente partout dans la vie thermique quotidienne sur Terre et constitue l'une des principales raisons pour lesquelles la surface de la planète n'expérimente pas les extrêmes de température brutaux qui se produiraient autrement. Dans l'espace, les 2 mécanismes échouent presque complètement. Le vide entre les objets contient si peu de particules que la conduction est pratiquement impossible. Il n'y a rien à travers quoi conduire la chaleur. L'équivalent le plus proche d'un milieu dans l'espace interplanétaire, le vent solaire, est ce si ténu qu'il transporte une quantité insignifiante d'énergie thermique vers toute surface qu'il touche. Et la convection nécessite un fluide, ce que le vide ne fournit pas. L'absence de milieu signifie que la seule façon pour la chaleur de voyager à travers le vide entre les objets est la radiation, l'émission d'énergie électromagnétique. Tout ce qui a une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique, incluant la lumière infrarouge, la lumière visible, les ondes radio, l'ultraviolet, les rayons X, selon la température, et ce rayonnement se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière, transportant l'énergie loin de l'objet dans toutes les directions. Un objet plus chaud
émet un rayonnement plus intense à des longueurs d'onde plus courtes. Un objet plus froid émet un rayonnement plus faible à des longueurs d'onde plus longues. C'est pourquoi un morceau de métal devient rouge lorsqu'il est chauffé à quelques centaines de degrés, mais devient blanc lorsqu'il est chauffé à plusieurs milliers de degrés. La longueur d'onde maximale d'émission se déplace vers le spectre visible, puis vers l'extrémité bleue à mesure que la température augmente. C'est également la raison pour laquelle l'environnement thermique de l'espace est si paradoxal. La température d'une région de l'espace n'est pas déterminée simplement par la distance par rapport à une étoile. Elle est déterminée par l'équilibre entre le rayonnement absorbé et le rayonnement émis. Un objet exposé à la lumière du Soleil près de l'orbite terrestre se réchauffe rapidement, non pas parce que le vide environnant est chaud, mais parce qu'il absorbe un flux de photons solaires, un rayonnement à haute énergie provenant d'une étoile avec une température de surface de 5500 degrés Celsius, livré à un taux d'environ 1360 watts par mètre carré à la distance de la Terre. Tournez cet objet à l'opposé du Soleil, ou placez-le à l'ombre, et il commence à irradier sa propre chaleur vers le vide froid qui l'entoure. Comme il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir ce processus de refroidissement, et comme le vide ne fournit aucune chaleur entrante significative, l'objet se refroidit relativement rapidement vers la limite inférieure fixée par le fond cosmique micro-ondes. Le résultat est des variations de température brutales qui dépendent entièrement de l'orientation. Le côté éclairé de la Lune atteint environ 127 degrés Celsius. Le côté nocturne, où le Soleil s'est couché, se refroidit jusqu'à environ moins 173 degrés Celsius. Une variation de 300 degrés sur la même surface rocheuse, avec rien d'autre que l'absence d'atmosphère pour marquer la différence. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre environ 16 fois par jour, entrant et sortant de l'ombre de la planète à chaque orbite. L'extérieur de la station oscille entre environ 120 et 1 degré Celsius sous la lumière directe du Soleil et moins 157 degrés Celsius dans l'ombre. Gérer cela nécessite un système actif sophistiqué de contrôle thermique. La station fait circuler de l'ammoniac à travers des échangeurs de chaleur externes, récupérant la chaleur résiduelle générée par l'électronique, les systèmes de survie et le métabolisme de l'équipage à l'intérieur des modules pressurisés, et l'irradie dans l'espace depuis de grands panneaux placés là où la géométrie orbitale favorise un refroidissement efficace. L'ammoniac transfère cette chaleur à un circuit secondaire de réfrigérant à l'intérieur des sections habitables. Sans gestion active, l'électronique générant de la chaleur à l'intérieur et le vide froid exerçant sa pression depuis l'extérieur amènerait la station à des extrêmes thermiques que ni les systèmes ni l'équipage ne pourraient en supporter. Les astronautes effectuant des sorties dans l'espace font face à une version à plus petite échelle du même problème. Leurs combinaisons doivent gérer simultanément la chaleur métabolique due à l'effort physique et le refroidissement par radiation à l'ombre, sans convection disponible pour aider. Le vêtement de refroidissement liquide et de ventilation de la combinaison, essentiellement un réseau de tubes fins transportant de l'eau le long de la peau, déplace la chaleur loin du corps et la conduit vers un sublimateur à l'extérieur de la combinaison, où l'eau s'évapore lentement dans le vide pour dissiper cette chaleur. Les engins spatiaux envoyés dans le système solaire externe font face au défi thermique inverse. Loin du Soleil, où le rayonnement solaire est trop faible pour fournir un chauffage significatif, un engin doit générer sa propre chaleur pour maintenir l'électronique, les conduites de carburant et les instruments dans des plages de température opérationnelles. Les deux sondes Voyager, qui voyagent maintenant,
dans l'espace interstellaire à des distances supérieures à 150 fois la distance entre la Terre et le Soleil, génèrent de la chaleur à partir de la désintégration radioactive naturelle du plutonium 238 dans leur générateur thermoélectrique radioisotope. Au fur et à mesure que le plutonium s'est désintégré au cours de 4 décennies, la puissance et la production de chaleur ont diminué de façon constante, obligeant les ingénieurs de la mission à éteindre progressivement des instruments pour concentrer la chaleur restante là où elle est le plus nécessaire. La leçon thermique la plus profonde des voyagers est que dans le système solaire externe, maintenir les choses au chaud est un défi tout aussi critique que les garder au froid près du Soleil. C'est pourquoi la question de ce qui arrive à un corps humain exposé au vide de l'espace est beaucoup plus complexe que ce que montrent la plupart des films. La célèbre version hollywoodienne, congélation instantanée, corps cristallisé et éclaté, est incorrecte. En l'absence de conduction et de convection, un corps humain perd de la chaleur uniquement par radiation. La peau humaine irradie principalement dans l'infrarouge, et c'est un processus lent, surtout pour un objet à température biologique. Une personne exposée au vide ne gèlerait donc pas rapidement. Cependant, elle mourrait très rapidement d'autres causes. Sans la pression d'une atmosphère autour du corps, les gaz dissous dans les tissus commencent à former des bulles. Un processus appelé ébullisme, similaire à ce que subissent les plongeurs en eau profonde s'ils remontent trop vite depuis la profondeur. La pression atmosphérique environnante empêche normalement les gaz dissous de sortir de la solution. En éliminant cette pression abruptement, les gaz commencent à se nucléer sous forme de bulles dans les tissus. En même temps, les poumons, s'ils ne sont pas expirés immédiatement, subissent la différence de pression totale entre l'air atmosphérique qu'ils contiennent et le vide quasi parfait de l'extérieur, ce qui peut déchirer le tissu pulmonaire. Le sang ne bout pas au sens populaire. Le système circulatoire maintient sa propre pression interne qui empêche la vaporisation à l'intérieur des vaisseaux sanguins, mais l'humidité de la bouche et de la surface des yeux commence à se vaporiser presque immédiatement. La conscience serait perdue en environ 15 secondes, à mesure que le sang désoxygéné atteint le cerveau. Une personne ramenée sous pression dans les 90 secondes a une chance réaliste de survivre sans dommage permanent. Cela s'est réellement produit au Centre spatial Johnson de la NASA en 1965, lorsqu'un technicien a subi une fuite dans son scaphandre pendant un test dans une chambre à vide. La pression de sa combinaison est tombée de 3,8 livres par pouce carré à 0,1 livre par pouce carré en moins de 10 secondes. Il est resté conscient pendant environ 14 secondes, assez de temps pour sentir l'humidité de sa langue commencer à se vaporiser. Puis, a perdu connaissance. Il a été secouru lorsque la chambre a été repressurisée environ 30 secondes plus tard et s'est complètement rétabli sans effet durable. Le froid n'était pas le problème. Le froid dans le vide agit lentement. Ce sont toutes les autres choses qui tuent rapidement. L'échelle des températures de l'espace. Pour apprécier où se situe le froid de l'espace, il est utile de parcourir le paysage des températures du cosmos, du chaud au froid. Car l'éventail est si extrême qu'il faut un effort mental pour tout garder en tête en même temps. La différence entre les environnements naturels les plus chauds et les plus froids est si vaste qu'aucune comparaison humaine unique ne peut l'englober. À l'extrême chaud, le noyau du Soleil atteint environ 15 millions de degrés Celsius
soutenue par la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Ce chiffre décrit l'énergie cinétique moyenne des protons qui entrent en collision avec une vitesse suffisante pour surmonter la répulsion électromagnétique entre leurs charges positives et rester liés, libérant de l'énergie dans le processus grâce à la célèbre équivalence masse-énergie d'Einstein. En se déplaçant vers l'extérieur depuis le noyau, à travers la zone radiative et la zone de convection, la température diminue de manière constante. Lorsque l'on atteint la photosphère, la surface visible du Soleil, la couche d'où provient la lumière solaire telle que nous la voyons, la température est tombée à environ 5500 degrés Celsius. C'est encore incandescent, plus chaud que tout processus industriel conventionnel, plus chaud que toute flamme obtenable par chimie. Mais c'est un refroidissement spectaculaire depuis le noyau. Puis quelque chose d'étrange se produit. En s'éloignant davantage du Soleil, plus haut dans l'atmosphère solaire, plus loin de la source de chaleur, la température remonte. La chromosphère, juste au-dessus de la photosphère, atteint des températures pouvant aller jusqu'à environ 25 000 Kelvin. Et au-dessus, dans la couronne, la fine couche la plus externe de l'atmosphère solaire visible lors des éclipses solaires comme un halo blanc nacré, les températures s'envolent entre 1 et 3 millions de degrés Celsius. Dans certaines régions actives, lors d'éruptions solaires importantes, les températures coronales peuvent dépasser les 10 millions de degrés. La couronne est des centaines de fois plus chaude que la surface visible du Soleil directement en dessous, et elle s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. C'est l'un des problèmes non résolus les plus célèbres en astrophysique, et il a un nom: le problème du chauffage coronal. On suppose que la chaleur s'écoule des régions chaudes vers les régions froides, et non d'une surface plus froide vers une couche externe plus chaude. C'est une exigence fondamentale de la thermodynamique. Quelque chose transporte de l'énergie depuis le bas et la dépose dans la couronne sous une forme qui dépasse ce que la photosphère pourrait fournir par conduction thermique ordinaire. Deux explications principales ont été en compétition pendant des décennies. La première implique les nanoflares, de petites libérations d'énergie constante en avalanche produites lorsque les lignes du champ magnétique traversant la couronne s'emmêlent, puis se cassent et se reconnectent soudainement, transformant l'énergie magnétique en énergie thermique dans le plasma environnant. La seconde implique les ondées magnéto-hydrodynamiques. Des ondes qui se propagent à travers le champ magnétique depuis le dessous de la photosphère et déposent leur énergie sous forme de chaleur dans la couronne. En 2020, des observations utilisant le spectrographe d'images de la région d'interface de la NASA ont détecté des signatures directes à la fois de la reconnexion magnétique et des jets de plasma qu'elle produit, appelés nanojets, se produisant lors d'événements de chauffage dans la couronne. Cela a fourni la première preuve observationnelle directe reliant la reconnexion magnétique au chauffage coronal. La plupart des chercheurs croient maintenant que les deux mécanismes opèrent simultanément. Mais l'équilibre précis et la question de savoir s'ils expliquent complètement les températures coronales restent un problème véritablement ouvert. Que la sonde Parker Solar, volant à travers la couronne elle-même, enquête activement. Depuis la couronne, le vent solaire transporte du plasma chaud vers l'extérieur à travers le système solaire, se diluant avec la distance à mesure qu'il s'étend dans des volumes de plus en plus grands de l'espace. Près de l'orbite terrestre, ce plasma a une température d'environ 100 000 degrés, très chaud selon n'importe quelle norme quotidienne. Mais il est aussi extrêmement ténu. La densité du vent solaire près de la Terre
est d'environ 5 à 40 particules par centimètre cube, comparé à environ 25 milliards de molécules par centimètre cube au niveau de la mer sur Terre. C'est la différence cruciale entre température et chaleur qui devient si importante dans les contextes spatiaux. La température mesure la rapidité avec laquelle se déplacent les particules. La chaleur mesure l'énergie thermique totale présente, qui dépend à la fois de la vitesse et du nombre de particules en mouvement. Le vent solaire près de la Terre a une température très élevée, mais ne transfère presque aucune chaleur à tout objet qu'il rencontre, car il n'y a pas suffisamment de particules pour transférer une énergie significative. Un vaisseau spatial traversant le vent solaire à 100 000 degrés ne brûle pas, car le taux auquel ces particules en mouvement rapide frappent réellement la surface du vaisseau est trop faible pour provoquer un chauffage significatif. En s'éloignant au-delà des planètes, en passant l'orbite de Neptune et en entrant dans la ceinture de Kuiper, le rayonnement solaire s'exta considérablement affaibli et la température des objets du système solaire extérieur est principalement déterminée par l'équilibre entre la lumière solaire diminuée qu'ils reçoivent et la chaleur qu'ils rayonnent. Pluton, à 40 à 49 fois la distance de la Terre au Soleil, a une température de surface d'environ moins 230 degrés Celsius, seulement 43 degrés au-dessus du zéro absolu. Lorsque le vaisseau spatial New Horizons de la NASA est passé près de Pluton en juillet 2015, il a trouvé un monde qui était plongé dans ce froid extrême depuis des milliards d'années, ces plaines de glace de nitrogène lisse et d'apparence fraîche malgré leur ancienneté, ces montagnes de glace d'eau s'élevant sur des kilomètres au-dessus de la surface dans un paysage préservé par le froid, avec presque aucune activité géologique pour le perturber. Dans le milieu interstellaire, le gaz et la poussière entre les systèmes stellaires au sein de notre galaxie, les températures varient énormément selon la région. Les nuages moléculaires denses, lieu de naissance des étoiles, ont des températures comprises entre environ 10 et 30 Kelvin. Ce sont certaines des plus grandes structures les plus froides de l'univers. Parmi les nuages les plus denses, dans le milieu internuageux diffus, les températures moyennent environ 8000 Kelvin, tandis que les poches de gaz chauffées par les ondes de choc de supernova atteignent des températures supérieures, 1 million de degrés. Le milieu interstellaire n'est pas une seule entité. Il existe en plusieurs phases distinctes, froide et dense, chaude et neutre, chaude et ionisée, et brûlante et très ténue, coexistant toutes au sein de la même galaxie, leurs limites étant maintenues par un équilibre de processus de chauffage et de refroidissement opérant sur des distances énormes. Entre les galaxies, dans les vastes vides cosmiques, le milieu intergalactique est rempli de plasma extraordinairement ténus. À mesure que le gaz tombe dans les filaments et amas de la toile cosmique depuis les vides environnants, il se réchauffe par compression gravitationnelle à des températures de 100 000 à 10 millions de Kelvin. Une phase connue sous le nom de milieu intergalactique chaud-chaud. Malgré ces températures, ce matériau contient presque aucune énergie thermique en termes pratiques, car il occupe des volumes si vastes, avec une dilution si extrême. Les simulations informatiques suggèrent que cette phase chaude-chaud peut que contenir une fraction substantielle de toute la matière ordinaire de l'univers. Mais elle est si ténue et si difficile à détecter qu'elle est restée insaisissable d'un point de vue observationnel pendant des décennies. Le plancher de l'univers. Sous toute variation locale, sous le plasma chaud autour des étoiles et les nuages moléculaires froids,
Sous les filaments chauffés de la toile cosmique et les vastes abîmes de l'espace intergalactique, il existe un plancher. Une température de référence dont on ne peut s'échapper, du moins pas dans l'état actuel de l'univers. Ce plancher est déterminé par le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes et il mesure exactement 2,725 Kelvin. Le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, ou CMB, est l'un des objets les plus importants de toute la science. Ce n'est ni une étoile, ni une galaxie, ni une nébuleuse. Il n'est situé nulle part en particulier. C'est une lueur qui imprègne tout l'univers observable dans toutes les directions simultanément. Un vestige d'un moment survenu environ 380 000 ans après le Big Bang. Dans ses premiers instants, l'univers était un plasma opaque et chaud, un mélange dense de protons, d'électrons et de photons, tous en interaction constante, avec des photons se dispersant sur les électrons si fréquemment que la lumière ne pouvait parcourir aucune distance significative avant d'être déviée. L'univers était comme un brouillard impénétrable, rempli de sa propre lumière éclatante. À mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, il a finalement atteint une température à laquelle les électrons ont pu se combiner avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutres sans être immédiatement détruits de nouveau par le rayonnement environnant. Cette transition s'est produite à une température d'environ 3000 Kelvin, environ 380 000 ans après le Big Bang. Les cosmologistes les appellent SPOX. Cette époque, la recombinaison. Et ce qu'elle a fait, c'est dissiper le brouillard. Sans électrons libres dispersant constamment les photons, la lumière a soudain pu voyager librement. L'univers est devenu transparent. Les photons qui ont été libérés à ce moment-là, libérés pour la première fois du brouillard dispersant, voyagent dans l'espace depuis lors. Ils voyagent encore, dans toutes les directions, remplissant tout l'univers observable. Ce sont eux le CMB. L'univers s'est énormément étendu depuis que ces photons ont été libérés, et cette expansion a étiré leur longueur d'onde. Ils ont commencé comme lumière visible et proche de l'infrarouge, associés à un corps noir de 3000 Kelvin, mais 13,8 milliards d'années d'expansion cosmique les ont décalés vers le rouge jusqu'à des longueurs d'onde de micro-ondes, correspondant à une température à peine de 2,725 Kelvin. Les photons eux-mêmes n'ont pas perdu leur énergie dans le sens habituel du terme. L'allongement de la longueur d'onde est une conséquence de l'expansion de l'espace lui-même. Les mêmes photons occupent désormais un univers environ 1000 fois plus grand dans chaque dimension que l'univers dans lequel ils sont nés, si bien que leur longueur d'onde est environ 1000 fois plus longue et leur température effective environ 1000 fois plus basse. L'uniformité du CMB est stupéfiante et profondément significative. Mesurée dans n'importe quelle direction, à travers tout le ciel, la température ne varie que d'environ 1 partie sur 100 000. Cette uniformité presque parfaite nous indique que l'univers primitif, au moment de la recombinaison, était extraordinairement uniforme. Presque la même température et densité partout où l'on regardait. Les petites variations qui existent, ces fluctuations d'une partie sur 100 000, ne sont ni du bruit, ni des erreurs de mesure. Elles signifient l'empreinte préservée des fluctuations quantiques dans l'univers très primitif, amplifiées à des échelles cosmiques par une période d'expansion exponentielle appelée inflation, que l'on pense être survenue dans la toute première fraction de seconde
après le Big Bang. Les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière au cours des centaines de millions d'années suivantes et sont finalement devenues les amas et superamas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Les régions légèrement moins denses sont devenues les grands vides cosmiques. Toute la structure à grande échelle de l'univers observable, le réseau de filaments et de vides qui s'étend sur des milliards d'années-lumière, est la version adulte de ces petites fluctuations primordiales de température préservées dans le CMB. Le CMB a été prédit avant d'être découvert, ce qui constitue l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire de la cosmologie. En 1948, les physiciens Ralph Alpher et Robert Ehrman, travaillant avec les mathématiques de la nucléosynthèse du Big Bang, ont calculé que l'univers devrait être rempli de rayonnements résiduels et ont estimé sa température à environ 5 Kelvin. Leur prédiction a été en grande partie oubliée. En 1964, 2 ingénieurs en radio des Bell Laboratories à Holmdel, dans le New Jersey, Arno Penzias et Robert Wilson, utilisaient une grande antenne parabolique en forme de corne, construite à l'origine pour soutenir des expériences de communication par satellite, afin de réaliser des mesures de radioastronomie. Ils trouvaient continuellement un signal de bruit de micro-ondes inexplicable dans leurs données. Il provenait de toutes les directions de manière égale, peu importe où l'antenne était pointée. Il avait la même intensité le jour et la nuit, en été comme en hiver. Ils ont vérifié toutes les sources possibles de contamination auxquelles ils pouvaient penser. Ils ont recontrôlé leurs instruments. Ils ont nettoyé une accumulation de ce que Penzias a diplomatiquement appelé une substance diélectrique blanche, déposée à l'intérieur de l'antenne par des pigeons ayant niché là. Rien n'a fait disparaître le signal, car le signal n'était pas une erreur. C'était le CMB, la lueur résiduelle du Big Bang, fidèlement prédite par la théorie et désormais détectée par 2 ingénieurs qui, au départ, n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient trouvé. Un collègue les a finalement mis en contact avec un groupe de l'université de Princeton qui préparait indépendamment la recherche de ce même signal. Le groupe de Princeton avait été accidentellement devancé dans la découverte. Penzias et Wilson ont reçu le prix Nobel de physique en 1978. Pour tout objet dans l'espace interstellaire, le CMB fixe la température minimale atteignable par des processus naturels. Un objet placé loin de toute étoile, sans aucune autre source de rayonnement, rayonnera sa propre chaleur jusqu'à atteindre l'équilibre thermique avec le champ de photons environnant. Cet équilibre est de 2,725 Kelvin. Parce que les photons du CMB frappent constamment l'objet depuis toutes les directions et y déposent de l'énergie. Un objet plus froid absorberait plus d'énergie du CMB qu'il n'en émet. Un objet plus chaud émet plus qu'il n'en absorbe. Le point d'équilibre est la température du CMB. Il est impossible de refroidir quelque chose en dessous de 2,725 Kelvin simplement en l'isolant de toutes les sources de chaleur et en attendant, car le CMB lui-même fournit un apport thermique constant, universel et inévitable. Le zéro absolu, dans un univers imprégné par le CMB, ne peut être atteint par aucun processus naturel. Le plancher quantique de l'énergie du point zéro et le plancher thermodynamique du CMB l'empêchent tous deux. Plus froid que l'espace lui-même. Dans la constellation du Centaure, à environ 5000 années-lumière de la Terre, se trouve un objet qui semble violer ce qui devrait être une règle inviolable. La nébuleuse Boomerang est un système stellaire mourant
aux premières étapes de sa transformation en nébuleuse planétaire, le type de coquille brillante qu'une étoile comme notre Soleil finira par éjecter après avoir épuisé son combustible nucléaire et commencé à expulser ses couches externes. Elle a été observée pour la première fois en 1979 par les astronomes Keith Taylor et Mike Scarrott, utilisant le télescope anglo-australien, qui l'ont nommé d'après sa forme courbée et allongée telle qu'elle apparaissait dans leur instrument. Lorsque le télescope spatial Hubble l'a photographiée en 2003, elle ressemblait davantage à une boucle. 2 lobes de gaz s'étendant depuis une étoile centrale. Mais aucune des images n'a capturé toute l'histoire. Et la raison pour laquelle la nébuleuse Boomerang est la plus célèbre n'a rien à voir avec son apparence. La nébuleuse Boomerang est plus froide que le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes. Pas seulement froide, plus froide que le plancher de l'univers. À 1 Kelvin, 1 degré au-dessus du zéro absolu, elle est plus froide que tout autre objet naturel jamais mesuré n'importe où dans le cosmos. Elle est plus froide que la chaleur de fond qui imprègne tout l'espace. Et cela ne devrait pas être possible. Le CMB est partout. Chaque mètre cube de l'univers contient environ 400 photons du CMB. Chaque objet naturel dans l'espace est constamment frappé par ces photons et reçoit de l'énergie thermique d'eux. Pour qu'un objet reste en dessous de la température du CMB, il doit perdre de la chaleur plus vite qu'il n'en gagne de ce fond universel. Et étant donné que ce fond est inévitable, la seule façon d'y parvenir est par un mécanisme de refroidissement si puissant et soutenu qu'il surpasse même l'apport du CMB. Ce mécanisme est l'expansion adiabatique rapide. L'étoile centrale du système Boomerang est une géante rouge qui perd de la masse à un rythme extraordinaire. Environ 1/1000 de la masse solaire par an au cours des 1500 dernières années. Ce taux d'expulsion de masse est entre 10 et 100 fois plus élevé que dans des étoiles mourantes comparables. Le matériel est expulsé comme un vent moléculaire à grande vitesse, se dirigeant vers l'extérieur à environ 164 km par seconde. À mesure que ce gaz s'étend depuis l'étoile vers l'espace environnant, il effectue un travail contre l'attraction gravitationnelle de l'étoile et contre la pression du matériau environnant, et ce faisant, il perd de l'énergie thermique. Plus l'expansion est rapide et violente, plus le refroidissement est spectaculaire. C'est de la même physique qui fait que l'embout d'un aérosol paraît froid lorsqu'on le pulvérise. Le gaz à l'intérieur de la bombe est aussi à pression relativement élevée et en s'étendant à travers l'embout, sa température baisse. Dans la nébuleuse Boomerang, ce processus se produit à une échelle couvrant des dizaines de milliers d'unités astronomiques, chacune équivalente à la distance Terre-Soleil, et il est en cours depuis plus d'1 millénaire. Le refroidissement est si efficace que le gaz s'écoulant vers l'extérieur atteint des températures d'environ 1 Kelvin, bien en dessous du plancher de 2,725. Kelvin établi par le CMB. Les astronomes Raghvendra Sahai et Lars-Åke Nyman l'ont confirmé en 1995, en utilisant le télescope submillimétrique suédois ESO au Chili. Leur méthode est indirecte mais définitive. Ils ont mesuré que le gaz froid de monoxyde de carbone dans la nébuleuse absorbait des photons du CMB. Pour qu'un gaz absorbe des photons du CMB, au lieu d'être chauffé par eux, il doit être plus froid que la température même du CMB. La signature d'absorption a confirmé que le gaz de la nébuleuse était tombé en dessous de 2,725 Kelvin. Des mesures ultérieures
ont situé la température à environ 1 Kelvin, éventuellement un peu moins. Des observations ultérieures avec ALMA, l'Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, un ensemble de 66 antennes radio dans le désert d'Atacama au nord du Chili, ont révélé davantage la structure interne de la nébuleuse et ont aidé à expliquer le taux exceptionnellement élevé d'expulsion de masse. L'hypothèse principale, soutenue par la géométrie du flux sortant, est qu'une étoile, compagnon plus petite, s'est enspiralée à l'intérieur de l'enveloppe de la géante rouge, transférante de l'énergie orbitale qui a accéléré de façon spectaculaire l'expulsion du matériau. Ce type d'interaction binaire, une étoile absorbée par une autre, produit un flux environ 10 fois plus rapide que ce qu'une étoile mourante individuelle peut générer seule, poussant le gaz à un froid aussi extrême avant de se disperser dans le milieu interstellaire environnant. La nébuleuse Boomerang ne restera pas indéfiniment l'endroit le plus froid de l'univers. À mesure que le reste stellaire central continuera de se réchauffer, en se contractant, en se comprimant et éventuellement en s'allumant comme une naine blanche, le rayonnement ultraviolet qu'il émettra ionisera le gaz environnant et le chauffera. Les observations d'ALMA ont déjà détecté des régions près des bords externes de la nébuleuse qui se réchauffent à mesure que l'émission de l'étoile centrale augmente. Saai et ses collaborateurs ont noté qu'il existe probablement d'autres objets dans cette même phase EOCSS évolutive brève dispersée dans la galaxie, des congélateurs cosmiques temporaires, ne durant que quelques milliers d'années avant que l'évolution stellaire continue et que la température remonte vers le plancher du CMB. Aucun laboratoire sur Terre n'a maintenu des températures aussi basses que 1 Kelvin dans un volume macroscopique. Les températures de laboratoire les plus basses soutenues, obtenues dans des expériences avec des gaz dilués, autour de quelques centaines de nanokelvin, sont beaucoup plus froides que la nébuleuse Boomerang en termes absolus, mais nécessitent des échantillons microscopiques de quelques milliers d'atomes maintenus en place par des faisceaux laser et des pièges magnétiques précisément calibrés, et ce, pendant des fractions de secondes. La nébuleuse Boomerang atteint 1 Kelvin dans un volume d'environ 21 000 unités astronomiques de rayon, maintenu pendant des siècles, propulsé entièrement par la physique de la mort stellaire. 1. Une traversée du paysage des températures. Il est utile d'ancrer les nombres abstraits dans un parcours à travers des températures spécifiques dans le système solaire et au-delà, car les lire séquentiellement donne une idée de l'échelle qu'une simple table de chiffres ne peut transmettre. Commençons par le noyau du Soleil, qui fonctionne à environ 15 millions de degrés Celsius. La photosphère, la surface visible, est d'environ 5500 degrés Celsius. La couronne au-dessus varie entre 1 et 3 millions de degrés. En s'éloignant, le vent solaire près de la Terre transporte du plasma à des températures d'environ 100 000 degrés, mais avec une densité si faible qu'il ne transfère presque aucune chaleur aux objets qui le traversent. La Terre elle-même, à sa surface, existe dans la bande étroite d'environ moins 89 degrés Celsius à plus 58 degrés Celsius. Les extrêmes de température de surface enregistrés. Cette plage, qui contient toute la civilisation humaine et presque toute la vie connue, représente une portion extraordinairement petite du paysage des températures du cosmos. Elle est maintenue par la combinaison de l'énergie solaire reçue, de l'effet de serre de l'atmosphère, de la capacité thermique des océans et de la circulation convective de l'air. Retirez l'atmosphère et ces températures varient sauvagement. La Lune, à presque la même distance du Soleil et sans atmosphère,
oscille entre 127 degrés Celsius et moins 173 degrés Celsius selon qu'elle est exposée à la lumière du soleil ou dans l'ombre. Mercure présente les oscillations de température de surface les plus extrêmes du système solaire intérieur, environ 430 degrés Celsius du côté éclairé par le soleil et moins 180 degrés Celsius du côté nocturne. Une plage de plus de 600 degrés, produite uniquement par la combinaison de la proximité du soleil et de l'absence de toute atmosphère pour adoucir les fluctuations. Vénus, en revanche, malgré le fait qu'elle soit en moyenne un peu plus éloignée du soleil que Mercure, a une température de surface d'environ 465 degrés Celsius, à la fois du côté diurne et nocturne. La surface planétaire la plus chaude du système solaire, maintenue par un effet de serre incontrôlé, qui emprisonne l'énergie solaire sous une atmosphère dense de dioxyde de carbone. La leçon que Vénus enseigne sur la température dans l'espace est que l'atmosphère importe autant, et parfois plus, que la distance a une source de chaleur. En s'éloignant, Mars présente une température moyenne d'environ moins 60 degrés Celsius à sa surface, avec des oscillations allant d'environ 20 degrés Celsius près de l'équateur lors d'une journée d'été à moins 125 degrés Celsius pendant les nuits d'hiver près des pôles. Les parties supérieures visibles des nuages de Jupiter sont autour de moins 110 degrés Celsius. Les sommets des nuages de Saturne sont similaires. Uranus, malgré sa distance beaucoup plus grande du Soleil, présente une anomalie intéressante. Elle semble rayonner presque exactement la même quantité de chaleur qu'elle reçoit du Soleil, contrairement aux autres planètes extérieures qui rayonnent significativement plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent, indiquant une chaleur interne retenue depuis leur formation. Uranus semble avoir perdu sa chaleur interne, possiblement à la suite d'un impact majeur au début de son histoire qui a incliné la planète et perturbé d'une manière ou d'une autre le transport convectif de chaleur depuis l'intérieur. Les températures au sommet de ces nuages atteignent moins 195 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des surfaces planétaires les plus froides du système solaire. Neptune, plus éloignée du Soleil, est en réalité un peu plus chaude au sommet de ces nuages, autour de moins 200 degrés Celsius, car elle conserve encore une quantité importante de chaleur interne. Pluton présente une température moyenne d'environ moins 230 degrés Celsius à sa surface. Lorsque New Horizons est passé à proximité en 2015, ces instruments ont mesuré en détail les températures de surface de différentes régions. Des plaines de glace de nitrogène autour de moins 233 degrés, des montagnes de glace d'eau à des températures légèrement plus chaudes, et une atmosphère ténue de nitrogène, avec une pression de surface environ 100 000 fois inférieure à celle de la Terre au niveau de la mer. Le monde avait été plongé dans ce froid profond et préservateur pendant des milliards d'années, ce qui se reflétait dans la géologie. Des traits anciens conservés en état quasi pristine. Comme une plaine de glace de nitrogène en forme de cœur, montrant des preuves d'écoulement glaciaire trop lent pour avoir été observées au cours d'une vie humaine. Au-delà de Pluton, dans le disque dispersé et la ceinture de Kuiper, les objets reçoivent donc si peu de lumière solaire que leurs températures sont principalement déterminées par l'équilibre entre la très faible radiation solaire et le rayonnement vers le CMB. La plupart des objets de la ceinture de Kuiper ont des températures comprises entre 20 et 50 Kelvin, à peine plus chaudes que les nuages moléculaires les plus froids de la galaxie. Ces objets sont effectivement des capsules temporelles,
Leur surface préserve des compositions chimiques du système solaire primitif, en grande partie inchangées, car le froid empêche les réactions chimiques qui les modifieraient à des températures plus élevées. Dans le nuage interstellaire local que notre système solaire traverse actuellement, une région de gaz neutre chaud de quelques années-lumière d'étendue, enchâssée dans la boule locale plus grande, elle-même une cavité formée dans le milieu interstellaire par d'anciennes explosions de supernovas, la température du gaz s'est mesurée à environ 7500 11 000 Kelvin, selon les observations de l'hélium neutre interstellaire réalisées par le satellite Interstellar Boundary Explorer. C'est chaud dans un certain sens, mais le gaz est si ténu, moins d'un atome par centimètre cube, qu'il n'a pratiquement aucun effet thermique sur tout objet solide se déplaçant à travers lui. Voyager 1, maintenant en train de voyager dans cette région, se refroidit en rayonnant sa propre chaleur, sans être affecté par le plasma techniquement chaud qui l'entoure. Il vaut la peine de s'arrêter sur ce dernier point, car il représente l'une des confusions conceptuelles centrales entourant la température de l'espace. Le milieu interstellaire local près du Soleil est, en termes techniques, chaud. Ces particules se déplacent rapidement et un thermomètre mesurant la vitesse des particules afficherait une lecture élevée. Mais ce même thermomètre, s'il était un objet physique placé dans cette région, se refroidirait vers 2,725 Kelvin de toute façon, car la densité du gaz environnant est si faible que ces particules ne frapperaient presque jamais la surface du thermomètre, transférant une énergie négligeable. La température réelle de l'objet serait déterminée par son équilibre de rayonnement avec le CMB, et non par la température cinétique du plasma environnant. La température dans le vide n'est pas ce qu'elle semble être selon l'expérience quotidienne. Et cette distinction entre la température d'un gaz et la température d'un objet placé dans ce gaz sous-tend presque tout l'effet surprenant concernant l'environnement thermique de l'espace. Les comètes offrent une illustration particulièrement vivante du paysage des températures du système solaire. Une comète qui se forme dans la ceinture de Kuiper ou dans le nuage d'Oort passe la majeure partie de son existence à des températures de 20 à 50 Kelvin, avec ses glaces et molécules organiques gelées et inertes, se déplaçant dans le système solaire extérieur sur des échelles de temps de millions d'années. Lorsqu'une perturbation gravitationnelle envoie une comète vers l'intérieur, vers le Soleil, sa température commence à augmenter à mesure que la distance diminue et que le flux de rayonnement solaire augmente. Lorsqu'elle atteint l'orbite de Jupiter, à environ 5 unités astronomiques du Soleil, sa température de surface a grimpé à environ 120 Kelvin et certaines des glaces les plus volatiles commencent à se sublimer, libérant un gaz qui forme la coma. L'enveloppe diffuse autour du noyau. Lorsqu'elle atteint l'orbite de la Terre, à une unité astronomique, la température de surface peut atteindre 300 Kelvin et la sublimation est suffisamment vigoureuse pour produire la queue que nous associons aux comètes dans le ciel nocturne. La comète transporte sa charge profondément gelée, depuis moins 250 degrés Celsius jusqu'à près de la température ambiante, livrant ce qui avait été préservé dans le froid au système solaire intérieur et occasionnellement aux surfaces des planètes intérieures. Ce que le froid fait à la matière. Aux températures qui prévalent dans les régions les plus froides de l'espace et dans les expériences de laboratoire les plus extrêmes, la matière ne se comporte pas de la manière que l'expérience quotidienne suggérerait. Les transitions qui se produisent à mesure que la température approche du zéro absolu
révèlent des propriétés de la matière qui n'ont pas d'équivalent à des températures plus élevées. Et ce faisant, révèlent quelque chose de fondamental sur la nature quantique de la réalité. Le premier changement spectaculaire se produit à des températures relativement accessibles. L'azote, qui constitue environ 78% de l'atmosphère terrestre, se liquéfie à moins 196 degrés Celsius, soit 77 Kelvin. L'oxygène se liquéfie à moins 183 degrés Celsius. L'hydrogène, l'élément le plus léger et le plus abondant de l'univers, se liquéfie à moins 253 degrés Celsius. À peine 20 Kelvin au-dessus du zéro absolu. Ce sont des températures que l'on trouve dans le système solaire externe. Pluton se situe à environ 43 Kelvin, suffisamment froid pour que tout hydrogène présent soit liquide ou solide. La plupart des glaces du système solaire externe sont de l'eau, de l'azote, du méthane et du monoxyde de carbone, congelées à des températures où elles seraient gazeuses sur Terre. En dessous d'environ 4,2 Kelvin, l'hélium liquide subit sa première transition de phase. Il devient superfluide. Les atomes d'hélium, se déplaçant maintenant si lentement que leurs fonctions d'onde quantique commencent à se superposer de manière significative, connaissent une transition liée à la condensation de Bose-Einstein. Ils cessent de se comporter comme des particules individuelles, interagissant par collision et friction, et commencent à se comporter collectivement comme un fluide quantique unique avec une viscosité exactement nulle. Les conséquences sont spectaculaires. L'hélium superfluide s'écoule vers le haut et sur les parois de son récipient en un film mince, poussé par l'attraction de Van der Waals entre l'hélium et la paroi du récipient. L'adhésion moléculaire, qui produit normalement seulement un petit effet capillaire, est maintenant complètement dépourvue d'opposition par la viscosité, et l'hélium se traîne vers le haut, sur le bord et vers le bas à l'extérieur. Il passe à travers des pores microscopiques qui arrêteraient tout fluide normal. Si on le met en mouvement circulaire dans un seau, il continue de tourner indéfiniment sans ralentir, car il n'y a pas de viscosité pour extraire l'énergie de l'écoulement. En dessous d'environ 2,17 Kelvin, le point le point lambda. L'hélium 4 entre dans une phase superfluide plus profonde, où émergent des phénomènes encore plus exotiques, y compris la capacité de transporter la chaleur comme une onde, plutôt que par diffusion. Ce second son, une onde quantique de température, permet à la chaleur de se propager à travers le fluide à une vitesse définie, comme une onde sonore, au lieu de se diffuser comme la chaleur se déplace à travers des matériaux ordinaires. Cela a été exploité dans des systèmes de refroidissement pour des instruments scientifiques nécessitant des températures extrêmement basses et stables. Le grand collisionneur de Hadrons au CERN utilise de l'hélium superfluide pour refroidir ses aimants supraconducteurs à 1,9 Kelvin, plus froid que la nébuleuse Boomerang, et ces aimants produisent les champs magnétiques intenses nécessaires pour guider des faisceaux de protons autour de l'anneau de 27 km à presque la vitesse de la lumière. La supraconductivité, l'autre grand phénomène des basses températures, apparaît dans de nombreux métaux et alliages lorsqu'ils sont refroidis en dessous d'une température critique qui varie selon le matériau. Dans les supraconducteurs conventionnels, le mécanisme implique que les électrons se mettent en paire, paradoxalement, puisque les électrons se repoussent via des interactions médiées par des vibrations dans le réseau cristallin.
Ces paires de Cooper obéissent à des statistiques quantiques différentes de celles des électrons individuels et peuvent se déplacer à travers le réseau sans aucune dispersion. En dessous de la température critique, chaque paire d'électrons se déplace de manière cohérente et la résistance tombe exactement à zéro. Pas presque zéro, exactement zéro. Un courant établi dans un anneau supraconducteur, en 1954, circulait encore sans déclin mesurable des décennies plus tard. La technologie est réelle et omniprésente. Chaque scanner IRM, chaque accélérateur de particules avec des aimants supraconducteurs, chaque radiotélescope utilisant des circuits récepteurs supraconducteurs dépend de ce phénomène produit en refroidissant la matière vers le froid quantique. Rien de tout cela ne se produit naturellement dans le cosmos, sauf par la technologie humaine. La température du fond diffus cosmologique de 2,725. Kelvin est suffisamment froide pour que l'hélium dans l'espace soit superfluide. Mais l'hélium ne se trouve pas dans des piscines liquides macroscopiques, dans l'espace, dans des conditions naturelles. Il existe comme un composant, trace dans des nuages de gaz, trop dilués pour former des flaques. Le Unkelvin de la nébuleuse Boomerang est en réalité en dessous du point lambda de l'hélium, mais l'hélium y est gazeux, pas liquide. Les phénomènes quantiques exotiques des basses températures sont une caractéristique du laboratoire plutôt que du cosmos. Ce sont ce qui se produit lorsque les humains retirent délibérément l'énergie thermique de la matière. Explorant à quoi ressemblerait l'univers si le refroidissement qu'il subit lentement sur des échelles de temps cosmiques était réalisé instantanément. Ce que le froid nous dit sur l'univers. Le fond diffus cosmologique n'est pas seulement un fait curieux sur le froid de l'espace. C'est l'une des observations les plus riches en informations de toute la science. Une seule mesure qui encode toute l'histoire de l'univers depuis ses 390 000 premières années jusqu'à aujourd'hui, et qui a fourni certaines des réponses les plus précises à quelques-unes des questions les plus profondes sur la nature et l'histoire de tout. Les minuscules fluctuations du CMB, ces variations de température d'une partie sur 100 000 à travers le ciel, ne sont ni du bruit aléatoire, ni des artefacts instrumentaux. Elles sont l'empreinte directe des processus physiques qui opéraient dans les premiers instants de l'univers. Avant la recombinaison, l'univers primordial était un plasma chaud de protons, d'électrons et de photons en contact thermique étroit. Toute région légèrement surdense du plasma attirait davantage de matière par gravitation, se comprimant vers l'intérieur, mais à mesure qu'elle se comprimait, elle se réchauffait également, accumulant une pression qui s'opposait à la compression. Le résultat fut des oscillations acoustiques, des ondes sonores, au sens physique le plus littéral, se propageant à travers le plasma chaud de l'univers primordial. Ces ondes se sont établies au moment de l'inflation et ont résonné dans le plasma pendant 380 000 ans, jusqu'à ce que la recombinaison fige le motif sur place. Le CMB est un instantané de ces ondes au moment où elles se sont arrêtées. Une photographie du son dans l'univers primordial, conservée dans la répartition des températures et à travers le ciel. Le motif de ces fluctuations, son amplitude, son échelle angulaire, la relation entre variation de température et polarisation, contient une quantité extraordinaire d'informations. Le premier pic dans le spectre de puissance des fluctuations du CMB correspond à l'échelle des ondes sonores qui ont complété exactement un cycle complet de compression-expansion avant la recombinaison. Mesurer cette échelle indique le contenu total en énergie de l'univers, car la géométrie de l'espace
qu'elle soit plate, courbée positivement comme une sphère ou courbée négativement comme une selle, affecte la manière dont cette échelle se projette dans le ciel. La position de ce pic nous indique que l'univers est géométriquement plat, avec une précision de moins d'1%. Les hauteurs relatives des pics suivants codent la proportion de matière ordinaire par rapport à la matière noire, car la matière ordinaire se couple aux photons, tandis que la matière noire ne le fait pas. Un univers avec plus de matière ordinaire par rapport à la matière noire montrerait une relation de pics différente de celui avec moins. Les mesures déterminent la densité de baryons, la densité de matière ordinaire, à environ 5% du contenu total en énergie de l'univers, la matière noire contribuant à environ 27% et l'énergie noire représentant les 68% restants. Tout cela, et plus encore, se déduit de la température du CMB, du fait que certaines zones du ciel sont à 2,725 Kelvin, tandis que d'autres sont à 2,7249 Kelvin. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, qui a fonctionné de 2009 à 2013 et a publié ses données cosmologiques finales en 2018, a mesuré ces fluctuations avec une sensibilité et une résolution angulaire suffisantes pour déterminer l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années avec une incertitude de moins d'1%. Mesurer la constante de Hubble, qui est sans le taux d'expansion actuel de l'univers, avec une précision subpercentuelle, et contraindre les modèles d'inflation à un degré sans précédent. La température de l'espace, spécifiquement la structure détaillée à Gimke de la lueur à 2,725 Kelvin, contient en elle-même une histoire qui remonte aux premiers instants du temps. Il y a quelque chose de profond dans tout cela. Le froid du CMB n'est pas une chaleur de fond passive. C'est un fichier. Chaque photon du CMB voyage depuis 380 000 ans après le Big Bang, portant des informations sur son lieu d'origine et sur l'environnement de densité dont il a été libéré. L'univers a écrit son histoire précoce dans la température, et cette histoire a été préservée dans le froid de l'espace pendant 13,8 milliards d'années, attendant d'être lue par des êtres qui ont développé les outils mathématiques et les instruments pour la lire. Le paradoxe de la chaleur et du froid au même endroit. L'une des choses les plus contre-intuitives de l'espace est que la chaleur et le froid ne dépendent pas simplement de l'emplacement. Ils coexistent simultanément dans les mêmes régions de l'espace, dans des choses différentes, au même moment. Un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre se trouve dans le plasma du vent solaire à 100 000 degrés, tandis que sa surface orientée vers le Soleil est à 120, et 1 degré Celsius et sa surface à l'ombre est à moins 157 degrés Celsius. Un nuage moléculaire contient des poches de gaz coronal à des millions de degrés à côté de régions denses à 10 Kelvin. Le milieu interstellaire n'est pas en équilibre thermique, et il ne l'a jamais été, parce que les processus de chauffage qui déterminent ces températures sont locaux et variés, et parce que le gaz est trop ténu pour échanger la chaleur entre ces différentes phases de manière efficace. Cette coexistence de températures radicalement différentes dans la même région générale de l'espace résulte de la manière dont fonctionne la température dans un vide presque complet. Dans l'environnement dense de l'atmosphère basse de la Terre, les collisions entre molécules de gaz se produisent des milliards de fois par seconde, et ces collisions transfèrent l'énergie entre les différentes parties du gaz avec une efficacité extraordinaire. Toute région qui se réchauffe partage sa chaleur avec les régions adjacentes presque immédiatement.
Ce mélange constant et rapide pousse l'atmosphère vers l'équilibre thermique sur des échelles de temps relativement courtes et explique pourquoi la température à la surface de la Terre varie seulement dans une plage de quelques centaines de degrés plutôt que dans les millions de degrés que l'on trouve dans le gaz, à seulement quelques centaines de kilomètres au-dessus. Dans l'espace, le taux de collision tombe pratiquement à zéro. Les particules du milieu interplanétaire près de la Terre se heurtent environ une fois par jour, comparé à des milliards de fois par seconde dans l'air au niveau de la mer. Dans le milieu interstellaire, les taux de collision sont encore plusieurs ordres de grandeur plus faibles. Sans collision pour distribuer l'énergie efficacement, différentes populations de particules peuvent maintenir des températures complètement distinctes indéfiniment. Il a été mesuré que les électrons dans le vent solaire sont significativement plus chauds que les protons dans le même volume d'espace. Parce que les deux types de particules s'équilibrent lentement entre eux et que les mécanismes de chauffage qui alimentent le vent solaire chauffent préférentiellement certaines particules par rapport aux autres. Ce n'est ni une anomalie, ni un oubli. C'est une caractéristique fondamentale de la physique des plasmas dans des environnements de faible densité. La distinction entre température et chaleur qui apparaît dans toute discussion sérieuse sur l'espace devient plus évidente dans le contexte du milieu intergalactique chaud-chaud. Le plasma à 10 millions de Kelvin, étendu en filaments et halos autour des amas de galaxies, a des particules individuelles se déplaçant à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. Chaque particule est extrêmement énergétique. Mais le plasma est si dilué, peut-être une particule pour 10 mètres cubes dans les régions de vide, que sa quantité totale de chaleur par unité de volume est insignifiante comparée par exemple à l'air d'une pièce chaude, où les particules se déplacent à seulement quelques centaines de mètres par seconde, mais où il y en a des trillions de fois plus par mètre cube. Une température élevée dans le vide peut signifier presque aucune chaleur du tout. Cela a des implications pratiques pour penser à l'exploration spatiale. Un corps humain ou un vaisseau spatial dans l'espace interplanétaire ne se réchauffe pas à des températures dangereuses à cause du plasma du vent solaire, malgré la température à 6 chiffres de ce plasma. Ce qui chauffe les objets dans l'espace, c'est le rayonnement. La lumière infrarouge est visible du Soleil, et non la température des particules du plasma ambiant. Et, inversement, ce qui menace un futur vaisseau spatial qui tenterait de passer près du Soleil n'est pas la couronne d'1 million de degrés, mais le flux intense de rayonnement provenant de la photosphère beaucoup plus froide qui se trouve en dessous. La sonde Parker Solar, qui passe à environ 9 rayons solaires de la surface du Soleil, utilise un bouclier thermique en mousse de carbone pour se protéger du rayonnement de la photosphère. La surface du bouclier atteint environ 1400 degrés Celsius. Le vaisseau spatial derrière lui fonctionne à une température proche de l'ambiante. Les millions de degrés de la couronne sont à peine perceptibles. Le froid comme ingrédient cosmique. Le froid de l'espace n'est pas simplement une absence. Ce n'est pas seulement ce qui reste lorsque la chaleur disparaît. Le froid joue des rôles actifs et créatifs dans l'univers qui sont au moins aussi importants que les rôles joués par la chaleur. C'est l'environnement dans lequel se produisent un certain des processus les plus transcendantaux de l'évolution cosmique, et sans lui, l'univers serait profondément différent. La formation des étoiles se produit dans le froid. Les gigantesques nuages moléculaires qui produisent les étoiles sont froids, de 10 à 30 Kelvin, pour une raison directement liée à la raison pour laquelle les étoiles se forment là en premier lieu.
pour qu'un nuage de gaz s'effondre gravitationnellement et finisse par s'allumer en tant qu'étoile. La gravité doit l'emporter sur la pression thermique qui pousse le gaz vers l'extérieur. Une température plus élevée signifie une pression plus grande, ce qui implique qu'un nuage plus massif et dense est nécessaire avant que la gravité puisse l'emporter. Une température plus basse signifie une pression moindre, ce qui permet à des nuages moins massifs de s'effondrer plus facilement. Le froid des nuages moléculaires n'est pas accessoire à la formation stellaire. C'est une condition préalable. Le Soleil s'est formé dans un nuage moléculaire froid. Chaque étoile qui a brillé dans la Voie lactée s'est formée à partir de gaz qui avaient été refroidis à des températures proches de l'extrémité inférieure de l'échelle cosmique des températures. L'univers fabrique des étoiles dans le froid. La chimie qui construit des molécules complexes se produit également dans le froid. Dans des environnements chauds, les molécules se décomposent constamment à cause des collisions énergétiques qui surpassent les liaisons chimiques, maintenant les atomes ensemble. À des températures proches de zéro dans les nuages moléculaires interstellaires, les molécules qui se forment à la surface des grains de poussière peuvent survivre assez longtemps pour accumuler de la complexité. Les astronomes ont maintenant détecté plus de 200 molécules distinctes dans l'espace interstellaire, y compris certaines étonnamment complexes. On a détecté de l'eau, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol, du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, du glycolaldéhyde ou des sucres simples, et des précurseurs d'acides aminés dans des nuages moléculaires denses. En 2009, la glycine, l'acide aminé le plus simple et l'un des blocs moléculaires des protéines, a été détecté dans des échantillons rapportés par la comète Wild, 2 par la sonde spatiale Stardust. Les comètes sont, à leur tour, des produits de la chimie du froid. Formés dans le disque extérieur froid du système solaire primordial, les comètes sont des assemblages mixtes de glace d'eau, de glace de dioxyde de carbone, de molécules organiques complexes et de poussière de silicate. Un enregistrement gelé de la chimie qui prévalait dans la nébuleuse solaire primordiale avant la formation des planètes. Lorsqu'une comète tombe vers l'intérieur et se réchauffe près du Soleil, ces glaces subliment et libèrent ces molécules, qui peuvent être précipitées sur les planètes intérieures. Il existe une hypothèse scientifique sérieuse, l'hypothèse de la panspermie sous sa forme chimique, qui suggère que les molécules organiques apportées par les impacts cométaires ont joué un rôle significatif dans la fourniture des matériaux chimiques nécessaires à l'origine de la vie sur Terre. Si tel est le cas, le froid du système solaire extérieur, en préservant ces molécules pendant des milliards d'années sans modification, n'a pas été seulement une caractéristique du système solaire, mais une partie de l'histoire de la vie. Le froid comme ingrédient cosmique. Le froid de l'espace n'est pas simplement une absence. Ce n'est pas seulement ce qui reste lorsque la chaleur disparaît. Le froid joue des rôles actifs et créatifs dans l'univers qui sont au moins aussi importants que les rôles joués par la chaleur. C'est l'environnement dans lequel se produisent un certain des processus les plus transcendantaux de l'évolution cosmique, et sans lui, l'univers serait profondément différent. La formation des étoiles se produit dans le froid. Les gigantesques nuages moléculaires qui produisent les étoiles sont froids, de 10 à 30 Kelvin, pour une raison directement liée à la raison pour laquelle les étoiles se forment là en premier lieu. Pour qu'un nuage de gaz s'effondre gravitationnellement et finisse par s'allumer en tant qu'étoile. La gravité doit l'emporter sur la pression thermique qui pousse le gaz vers l'extérieur. Une température plus élevée signifie une pression plus grande, ce qui implique
qu'un nuage plus massif et dense est nécessaire avant que la gravité puisse l'emporter. Une température plus basse signifie une pression moindre, ce qui permet à des nuages moins massifs de s'effondrer plus facilement. Le froid des nuages moléculaires n'est pas accessoire à la formation stellaire. C'est une condition préalable. Le Soleil s'est formé dans un nuage moléculaire froid. Chaque étoile qui a brillé dans la Voie lactée s'est formée à partir de gaz qui avaient été refroidis à des températures proches de l'extrémité inférieure de l'échelle cosmique des températures. L'univers fabrique des étoiles dans le froid. La chimie qui construit des molécules complexes se produit également dans le froid. Dans des environnements chauds, les molécules se décomposent constamment à cause des collisions énergétiques qui surpassent les liaisons chimiques maintenant les atomes ensemble. À des températures proches de zéro dans les nuages moléculaires interstellaires, les molécules qui se forment à la surface des grains de poussière peuvent not survivre assez longtemps pour accumuler de la complexité. Les astronomes ont maintenant détecté plus de 200 molécules distinctes dans l'espace interstellaire, y compris certaines étonnamment complexes. On a détecté de l'eau, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol, du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, du glycolaldéhyde ou des sucres simples, et des précurseurs d'acides aminés dans des nuages moléculaires denses. En 2009, la glycine, l'acide aminé le plus simple et l'un des blocs moléculaires des protéines, a été détecté dans des échantillons rapportés par la comète Wild, 2 par la sonde spatiale Stardust. Les comètes sont, à leur tour, des produits de la chimie du froid. Formés dans le disque extérieur froid du système solaire primordial, les comètes sont des assemblages mixtes de glace d'eau, de glace de dioxyde de carbone, de molécules organiques complexes et de poussière de silicate. Un enregistrement gelé de la chimie qui prévalait dans la nébuleuse solaire primordiale avant la formation des planètes. Lorsqu'une comète tombe vers l'intérieur et se réchauffe près du Soleil, ces glaces subliment et libèrent ces molécules, qui peuvent être précipitées sur les planètes intérieures. Il existe une hypothèse scientifique sérieuse, l'hypothèse de la panspermie sous sa forme chimique, qui suggère que les molécules organiques apportées par les impacts cométaires ont joué un rôle significatif dans la fourniture des matériaux chimiques nécessaires à l'origine de la vie sur Terre. Si tel est le cas, le froid du système solaire extérieur, en préservant ces molécules pendant des milliards d'années sans modification, n'a pas été seulement une caractéristique du système solaire, mais une partie de l'histoire de la vie. L'univers en refroidissement. L'univers est maintenant plus froid qu'il ne l'a jamais été à aucun autre moment de son histoire. Ce n'est ni un accident, ni une particularité locale, c'est la direction fondamentale dans laquelle l'univers se déplace depuis le moment de sa naissance. Le Big Bang n'a pas été seulement une explosion de matière et d'énergie, il a marqué le début d'un processus de refroidissement qui a continué sans interruption pendant 13,8 milliards d'années et qui se poursuivra pendant une durée presque incompréhensible dans le futur. Dans CSUN, dans la première seconde de l'existence de l'univers, les températures étaient d'environ 10 milliards de degrés Celsius. Au cours des 3 premières minutes, les conditions étaient suffisamment chaudes pour que la fusion nucléaire se produise librement dans tout l'espace. Pas seulement dans les noyaux des étoiles, mais partout, fusionnant l'hydrogène en hélium et laissant derrière elle les abondances élémentaires que nous observons aujourd'hui. Après environ 3 minutes, l'univers s'était suffisamment étendu et refroidi pour que la fusion dans l'espace libre cesse. Les proportions d'hydrogène
d'hélium et de traces de lithium établies dans ses premières minutes restent essentiellement inchangées dans la majeure partie de l'univers observable. Cette prédiction de la nucléosynthèse du Big Bang est l'un des résultats les plus précis et les mieux confirmés de toute la cosmologie. À 380 000 ans, l'univers s'était refroidi à 3000 Kelvin et le CMB a été libéré. Lorsque les premières étoiles se sont allumées, peut-être 200 millions d'années plus tard, lorsque les nuages de gaz se sont suffisamment refroidis pour s'effondrer, la température moyenne de l'univers était déjà bien inférieure à la température de surface de ces étoiles. La formation des étoiles n'a pas réchauffé l'univers dans un sens global. Les étoiles étaient des îles de chaleur dans une mer de plus en plus froide. Étant donné que le CMB a été mesuré à 3000 Kelvin lors de la recombinaison et qu'il est aujourd'hui mesuré à 2,725 Kelvin, l'univers s'est refroidi d'un facteur d'environ 1100 au cours des 13,8 milliards d'années écoulées. Ce refroidissement se poursuivra. L'expansion de l'univers étire encore davantage les photons du CMB avec chaque milliard d'années qui passe. Dans 10 milliards d'années, si l'expansion continue à son rythme accéléré actuel, le CMB sera refroidi à environ 1,4 Kelvin. Dans 1 billion d'années, il sera une fraction de Kelvin. L'expansion accélérée est en elle-même le fait le plus important concernant l'avenir thermique de l'univers. À la fin des années 1990, des équipes étudiant les supernovas de type 1A, qui sont des explosions stellaires, utilisées comme chandelles standard pour mesurer les distances cosmiques, ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère avec le temps. Et non pas qu'elle ralentit comme le dicterait la gravité si la matière était le seul composant significatif. L'implication était que l'univers contient une forme d'énergie, désormais appelée énergie noire, qui agit comme une pression répulsive opérant à l'échelle cosmique. Cette découverte, qui a valu à Sol Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Reyes le prix Nobel de physique en 2011, signifie que l'univers s'étendra pour toujours, et ce à un rythme croissant, entraînant inexorablement la température du CMB vers le bas. À mesure que l'expansion se poursuit et que le CMB se refroidit, l'univers traverse une série d'ères dans son histoire thermique. Nous nous trouvons actuellement dans l'ère stellifère, l'ère des étoiles. Les étoiles continueront à se former pendant environ les 100 prochains milliards d'années. Bien que de manière décroissante, à mesure que le réservoir de gaz froid disponible pour la formation stellaire s'épuise progressivement. Après cela, les dernières étoiles se refroidiront et s'éteindront. L'univers entrera alors dans l'ère dégénérée, composée de naines blanches se refroidissant vers le zéro absolu, d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Même les naines blanches finiront par se refroidir jusqu'à la température du CMB. Bien que cela prenne beaucoup plus de temps que l'âge actuel de l'univers, de plusieurs ordres de grandeur. Les trous noirs survivent à tout. Ce sont les dernières structures à persister dans l'univers après que toute autre matière a été consommée par eux ou dispersée. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels, selon la physique théorique. En 1974, Stephen Hawking a démontré par un calcul combinant mécanique quantique et relativité générale que les trous noirs émettent un rayonnement depuis leurs horizons des événements, en conséquence d'effets quantiques proches de la limite, des paires de particules virtuelles créées près de l'horizon, dont l'une tombe à l'intérieur et l'autre s'échappe. Ce rayonnement de Hawking signifie que les trous noirs perdent lentement masse et énergie, s'évaporant finalement complètement
sur des échelles de temps dépendant de leur masse. Un trou noir ayant la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 ans pour s'évaporer. Un temps incompréhensiblement supérieur à l'âge actuel de l'univers. Un trou noir supermassif de 1 milliard de masses solaires mettrait près de 10 puissance 100 ans. Un googol d'années. Lorsque le dernier trou noir supermassif se sera évaporé via le rayonnement de Hawking, l'univers ne sera constitué que des produits de cette évaporation. Photons, gravitons et particules élémentaires, dispersés à travers un espace presque inconcevablement vaste et en expansion. Il n'y aura plus d'étoiles. Il n'y aura plus de planètes. Aucune structure d'aucune sorte. Le CMB, déjà refroidi à une température effectivement indétectable, continuera de se refroidir de manière asymptotique. Cet état est la mort thermique, ou le grand gel, pas une fin violente, mais un rapprochement graduel et inexorable vers l'entropie maximale, où il ne restera aucune différence de température dans le cosmos pour alimenter un quelconque processus ou soutenir une quelconque structure. Le terme « mort thermique » est délibérément et paradoxalement intéressant. Il sonne comme une fin chaude, mais c'est le plus froid possible. En thermodynamique, chaleur se réfère à la capacité de réaliser un travail, et la mort thermique est l'état dans lequel toute la chaleur au sens thermodynamique a été dissipée, où l'énergie est distribuée de manière parfaite et uniforme dans l'univers, sans gradient à partir desquels on pourrait extraire du travail. Chaque processus, chaque réaction, chaque calcul, chaque structure d'ordonnée nécessite une différence d'énergie ou de température d'un endroit à un autre. La vie requiert une différence entre l'énergie contenue dans la nourriture et l'état de plus basse énergie des produits métaboliques. Une horloge nécessite une différence entre l'énergie stockée dans son ressort et l'environnement. Les étoiles nécessitent une différence entre la gravité qui attire vers l'intérieur et la pression thermique qui pousse vers l'extérieur. Dans l'état final de l'univers, toutes ces différences disparaissent. Rien ne peut se produire. L'univers n'est pas chaud dans cet état. Il est froid. Asymptotiquement, éternellement et irréversiblement froid, avec la température du CMB tombée si bas que la distinction par rapport au zéro absolu n'a de sens que pour les mathématiques. La température finale n'est presque certainement pas zéro. La compréhension actuelle de l'énergie noire, modélisée comme une constante cosmologique positive dans les équations d'Einstein, suggère que l'univers tend vers un état de Sitter avec une température résiduelle non nulle, déterminée par la température de Hawking de l'horizon des événements cosmiques. Cette température est estimée à environ 10 puissance moins 30 Kelvin. Un nombre si proche du zéro absolu qu'aucun processus physique ne pourrait le distinguer de zéro, mais techniquement, ce n'est pas zéro. La limite quantique et l'architecture thermodynamique de l'univers combiné empêchent l'atteinte finale. L'étrangeté du froid. Il y a quelque chose qui vaut la peine de s'asseoir pour tout cela. Quelque chose qui va au-delà des nombres, de la physique et des états exotiques de la matière. Le froid de l'espace n'est pas simplement l'absence de chaleur. C'est une caractéristique active de l'univers qui a façonné tout, depuis la formation des premiers atomes jusqu'à la chimie qui engendre la vie et le destin éventuel de toute structure existante. C'est la direction dans laquelle l'univers s'est toujours déplacé et continuera toujours à se déplacer, écrite simultanément dans les fondements de la thermodynamique et de la cosmologie. L'image de l'espace comme simplement froid et uniforme perd presque tout. Le paysage thermique du cosmos
est l'un des environnements les plus variés et dynamiques imaginables. À l'intérieur d'une seule galaxie, les températures couvrent plus de 10 ordres de grandeur entre les noyaux des nuages moléculaires et le gaz chauffé par les supernovas. À l'intérieur d'un seul système stellaire, un vaisseau spatial peut passer de températures supérieures au point d'ébullition à des températures en dessous de zéro, simplement en changeant son angle par rapport à l'étoile. Le Soleil chauffe sa propre atmosphère externe à des températures que sa surface ne peut atteindre. Une nébuleuse mourante à 5000 années-lumière refroidit son gaz en dessous de la température de fond de l'univers lui-même. Brièvement et de manière extraordinaire, avant que le reste stellaire ne réchauffe tout à nouveau. Et à travers tout cela, de la surface de Mercure aux vides cosmiques les plus grands, constant dans chaque direction et chaque endroit jamais observé, persiste l'éclat de la création à 2,726 Kelvin. Cet éclat est en lui-même la mesure de température la plus remarquable jamais réalisée. Ce n'est pas seulement un fait sur la froideur de l'espace interstellaire. C'est un thermomètre qui lit l'âge de l'univers. C'est une photographie du cosmos à 380 000 ans, préservée dans la température à travers tout le ciel observable. C'est un enregistrement des fluctuations de densité qui ont semé toutes les structures que nous voyons aujourd'hui. C'est la preuve directe, mesurable, confirmable par n'importe quel instrument pointé vers n'importe quelle partie du ciel, que l'univers a commencé dans la chaleur et qu'il se refroidit depuis, entraîné par sa propre expansion, vers un point final situé des trillions sur trillions d'années dans le futur. C'est aussi, d'une manière profondément étrange, la raison pour laquelle nous pouvons exister du tout. La vie nécessite des structures ordonnées, molécules, cellules, organismes. Les structures ordonnées nécessitent une faible entropie, un degré d'arrangement et d'organisation qui tend à diminuer avec le temps, à moins qu'une énergie ne soit introduite pour le maintenir. Le Soleil fournit cette énergie en étant un objet chaud irradiant vers le froid de l'espace. La différence de température entre la surface du Soleil et le froid de fond alimente toute l'économie énergétique de la biosphère. La photosynthèse, la base de presque toute vie sur Terre, fonctionne en absorbant des photons solaires de haute qualité et en les réémettant sous forme d'un nombre plus grand de photons infrarouges de moindre énergie, utilisant la différence d'énergie pour construire des molécules organiques ordonnées. Le froid de l'espace est aussi essentiel à la vie sur Terre que le Soleil lui-même. Sans un univers suffisamment froid vers lequel rayonner, le Soleil ne pourrait pas maintenir la différence de température qui rend l'énergie utile. Le froid n'est pas seulement un décor pour la vie. Il fait partie du mécanisme. Le froid avec lequel nous vivons maintenant, ce murmure de 2,725 Kelvin dans le fond cosmique des micro-ondes, est une mesure de jusqu'où le processus est arrivé. Et le froid qui reste à venir, le long et lent refroidissement des 100 prochains trillions d'années de l'ère stellifère. Le refroidissement encore plus prolongé de l'ère dégénérée. L'éternité presque infinie de l'ère des trous noirs. Et l'approche finale asymptotique vers une température que les mathématiques peuvent exprimer, mais que la physique ne pourra jamais atteindre, est une mesure de combien il reste encore à parcourir. Toute l'histoire connue, chaque étoile qui s'est allumée, chaque civilisation, chaque découverte, chaque moment de conscience, d'émerveillement ou de beauté, se produisant dans la bande étroite, improbable et étonnamment riche en température entre la chaleur impossible du commencement et le froid qui approche de la fin.
Si ce que vous venez d'entendre vous donne envie d'approfondir davantage sur la physique de la manière dont l'univers a commencé, ce qu'est réellement l'énergie sombre, où se trouvent les structures les plus grandes et les plus froides du cosmos, ou à quoi ressemble l'état final de tout avec plus de détails. Cette chaîne couvre tout cela. De nouveaux scripts sont publiés selon un calendrier régulier. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite.